Hello les amis, aujourd'hui nous allons discuter de plusieurs sujets, de la place de l'ufologie, des phénomènes les plus difficiles, mais aussi les plus passionnants du phénomène OVNI, les contactés et les abductés. Nous verrons aussi avec notre ami Gérard Desforges comment les vrais enquêteurs de terrain s'y prennent pour justement traiter ces cas. Les personnes qui se disent contactées ou abductées par des entités indéterminées, mais qui souvent sont considérées comme extraterrestres, éprouvent toujours beaucoup de difficultés à convaincre autrui de leur bonne foi. Il est vrai que les expériences qu'elles prétendent avoir vécues sont tellement fantastiques et impossibles qu'elles n'entrent pas dans le cadre de référence de la science. Pourquoi? Parce qu'elles outrepassent nos acquis scientifiques, notamment en physique, et qu'elles évoquent la présence d'une intelligence supérieure inconnue dans notre environnement planétaire. Le champ informationnel, dont je vous ai souvent parlé dans mes émissions, des personnes à qui sont contées ces histoires, s'en trouve alors fortement perturbé. Et il est plus simple de se moquer que d'y réfléchir sérieusement. De plus, ces sujets, hélas, n'intéressent pas grand monde. N'oubliez pas que nous sommes qu'une poignée à consacrer du temps à l'étude de ces phénomènes. J'en discutais l'autre jour avec ma coiffeuse. Elle s'appelle Audrey, je la salue au passage, coucou Audrey. Cela fait environ 3 ans qu'elle me coiffe, et chaque fois que je me rends à son salon, c'est avec soit des magazines, soit avec des livres, avec souvent des titres, des photos qui pourraient passer pour fort surprenants pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de côtoyer ces sujets. Elle ne m'a jamais posé une seule question, du style « Oh, mais Sylvano, que lis-tu » Alors l'autre jour, je lui ai demandé comment elle faisait pour ne pas avoir la moindre interrogation sur mes lectures. Elle a ri, m'a avoué ne pas aimer lire et être discrète, mais cela n'éveille néanmoins chez elle aucune curiosité. Le sujet ne l'intéresse simplement pas. Et c'est hélas le cas pour la grande majorité des personnes. On comprend alors que les personnes qui vivent des phénomènes étranges n'ont le choix que de se taire ou alors de passer pour des folles si elles le racontent. Et c'est justement pour ces personnes que ma chaîne YouTube doit être un endroit où elles peuvent venir témoigner en toute simplicité. Beaucoup le font par email, encore trop timides pour oser commenter en public. Mais je sens que petit à petit, les blocages se cassent. Si j'ai déjà fait 3 émissions réservées à vos témoignages, je dois vous avouer quelque chose. Je reçois des témoignages qui, même vous, un public averti, ne croiriez nullement. J'en reçois régulièrement, le plus souvent par l'intermédiaire d'abonnés, qui m'écrivent dans un premier temps, car connaissant une personne de leur entourage leur ayant raconté une histoire assez étrange, me demandent si cela m'intéresserait de les écouter ou de les lire. Ces personnes alors, dans un délai plus ou moins long, finissent par m'écrire ou m'appeler, sans doute après avoir regardé quelques vidéos de ma chaîne. Elles ne demandent aucune publicité, sont juste soulagées de pouvoir en discuter sans qu'on les prenne pour des fous. Rappelez-vous cet été, cette histoire que je vous avais racontée dans mon émission intitulée OVNI, Météo, Chemtrails, Zone 51, Bob Lazar. En discutant avec le bagnino de ma plage en Italie, le bagnino c'est celui qui gère la plage, je me suis mis à discuter OVNI et à lui montrer des vidéos. Il était très surpris que je croyais à cela. Comme le dit si bien Gérard Desforges, le verbe croire n'a rien à faire avec le phénomène OVNI. Il y a d'un côté ceux qui l'étudient et ceux qui n'ont rien étudié du tout. Il m'avoua ensuite que sa belle-sœur lui avait souvent raconté, lors de réunions de famille, l'étrange observation d'un OVNI avec leur occupant. Et il conclut en me posant une question. Mais alors, c'est vrai ce qu'elle raconte depuis si longtemps ? Des cas comme celui-ci sont légion. Il m'est souvent arrivé de discuter ufologie avec des personnes qui, à partir du moment qu'elles comprennent que je traite le sujet sérieusement et non comme un illuminé,
se sont mises à me raconter des observations qu'elles avaient elles-mêmes faites. Le phénomène ovni est hélas traité par la moquerie par les médias français, ce qui n'encourage nullement à témoigner de ses propres expériences. Ce n'est pas du tout la même chose dans de nombreux autres pays. Je regrette juste que suite à mes 2 émissions sur Jean Miguel, une femme est venue commenter en se présentant comme étant l'une de ses épouses, en écrivant que Jean Miguel était habité par une entité qu'elle pense, elle, être extraterrestre. Ce que j'avais mis en évidence, l'entité, dans ma 2e émission, est qu'elle viendrait témoigner. Mais je n'ai hélas plus aucune nouvelle. C'est vraiment dommage. Elle avait tapé mon nom dans Google et était tombée sur une vidéo de moi, mais une vidéo professionnelle celle-ci, où je passais sur BFM Business. Et elle a pensé que j'étais un journaliste. Oui, je suis souvent passé à la télé avant de me faire ma chaîne dans le domaine professionnel. J'en avais mis quelques extraits dans mon émission intitulée 10 000 abonnés, ils n'aiment pas cela, qui date d'il y a 9 mois et que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne. Ma génération, quand elle a découvert l'ufologie, n'avait bien évidemment pas accès à Internet. On a pu étudier à fond le peu d'informations que nous trouvions petit à petit. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait étudier l'ufologie a des masses de documents immédiatement disponibles à sa disposition. Mais s'il tombe sur un document expliquant que nos frères de l'espace vont venir nous sauver, ces êtres de lumière infiniment bons, et qu'ensuite il tombe sur un documentaire, je sais pas moi, de Katia Turner, sur les abominations que les extraterrestres nous font endurer, il va vite ne plus savoir à quel saint se vouer et risque de partir en courant en se disant « c'est quoi ces fadas ?» Je ne cesse de le répéter encore et encore, il ne sert strictement à rien d'étudier un cas isolé en ufologie. Il faut en étudier une masse importante et surtout à toutes les époques. Étudier l'histoire. Ceux qui se spécialisent dans des domaines bien particuliers n'ont aucune chance d'entrevoir ne serait-ce que l'once du début de commencement de vérité. Hélas, l'ufologie est encore sous l'influence importante de ceux que j'appelle les taules et boulons, de ceux qui pensent que les ovnis sont devenus une réalité à partir du moment où les Américains ont fait exploser leur première bombe nucléaire, et que ce faisant, cela a perturbé l'équilibre de l'univers, et à partir de là, dès 1947, ils sont arrivés sur Terre, vus par Kenneth Arnold, puis l'un de leurs vaisseaux se serait écrasé à Roswell. Sans compter les ramifications qui s'opèrent, comme ceux qui pensent que les ovnis sont des créations des nazis et qu'ils ont colonisé secrètement la Lune ou l'Antarctique, avec beaucoup de variantes, il est vrai. Je ne peux hélas que continuer à faire des émissions sérieuses pour vous convaincre que toutes ces allégations sont totalement hors sujet. Après Jean Miguel et Roro, je vous emmène à la découverte d'un autre contacté français, très peu connu pour ce dernier. Mais vous allez voir une histoire tout aussi extraordinaire et dont déjà le principal intérêt se trouve dans le fait que nous allons aller en 1940, donc très loin de 1947, de Kenneth Arnold et de Roswell, et très loin aussi de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit du cas du français Jack William Carter, très peu connu, je vous l'avoue. On est au mois de juin 1940, en pleine débâcle. Jacques a 15 ans. Avec sa mère et sa tante, comme d'autres réfugiés, il fuit l'avance des armées allemandes. Les 3 fugitifs se dirigent à pied vers Rouen. Non loin de la Vieux-Rue, petit village près de Saint-Jacques sur Darnétal, pour ceux qui connaissent la région. Une énorme boule venant du ciel surgit et semble sur le point de s'écraser à proximité des 3 témoins. Épouvantés, ceux-ci se jettent à terre, persuadés que l'impact sera désastreux pour eux. Pourtant, rien de tel ne se produit. Au bout d'un moment, ils se redressent prudemment pour apercevoir avec stupéfaction un extraordinaire objet posé sur le sol à une vingtaine de mètres d'eux. Il s'agit d'un énorme engin discoïde en forme d'assiette retournée, surmonté d'une excroissance verticale rappelant une tourelle. Son diamètre est estimé entre 20 et 30 mètres.
C'est de cette partie supérieure que partent brusquement des faisceaux lumineux émis à partir d'ouvertures comparées à des hublots de couleur et d'apparence que le témoin rapprochera plus tard à un éclairage au néon. Les faisceaux balaient alors le paysage comme s'ils cherchaient quelque chose. L'un de ces rayons se fixe sur Jacques, lequel se sent paralysé et incapable de crier. Les mêmes effets affectent aussi sa mère et sa tante. L'adolescent a le très net sentiment d'être examiné, étudié, dans chaque partie de son corps, et même dans son esprit, puisqu'il éprouve la forte impression d'être psychanalysé. Puis, après ce check-up, hors du commun, la formidable machine commence à rétracter un par un ces faisceaux de lumière, le dernier à réintégrer l'objet étant celui qui s'était braqué sur Jacques. Dernier acte de cette scène ahurissante, l'objet disparaît aux yeux des témoins en une fraction de seconde, sans bruit ni souffle. Plusieurs années après l'incident, Jacques estimera qu'il s'agissait probablement d'une disparition par dématérialisation. À noter qu'aucun occupant de la machine n'a pu être observé. Alors je vais faire une petite parenthèse dans ce témoignage, car en préparant mon émission, que j'ai commencé à construire cette semaine, j'ai été rechercher ce témoignage de Jacques William Carter mercredi soir dernier. Or, le jeudi, je reçois un témoignage par email qui est totalement hallucinant de similitude avec ce dernier témoignage de Jack Carter. Je vous le lis tel quel, ce que j'ai reçu, en modifiant bien sûr nom et lieu par respect d'anonymat des personnes qui m'écrivent. Après une introduction, car cette personne m'a été envoyée par une autre abonnée, voici son témoignage. En 2012, au mois de mars, je dormais auprès de mon compagnon. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé à cause d'une chaleur excessive. J'avais très chaud. C'était anormal à cette époque de l'année. Je me suis levé et ai entendu une vibration à l'extérieur, très forte, bizarre, bruit sonore, étrange. J'ai ouvert la fenêtre de la chambre et, entendant davantage de bruit, j'ai ouvert le volet électrique. La fenêtre donnait sur le jardin de mes voisins et dans l'alignement de mon terrain où vivent nos animaux. Aucun d'eux ne montrait de signe d'agitation. Mon compagnon dormait profondément, il ne s'est pas réveillé. C'est là que j'ai vu une lumière intense, presque aveuglante, très blanche. Elle provenait d'un engin pas très grand, dont j'ai vu la forme en soucoupe. À la vue, j'estime, à 3 mètres de diamètre. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me rappelle m'avoir frotté les yeux tellement je ne pouvais y croire. J'ai posé alors ma main droite sur la vitre, sidérée. C'est là que j'ai vu 3 petites boules colorées, rouge, verte, jaune. Celles-ci tournaient, vibraient très près du sol en sustentation. J'avais l'impression qu'elles faisaient des analyses, prenaient des photos, cela se passait dans le champ des animaux. Puis je vois 2 personnages sortir de l'engin, tout petits, habillés de combinaisons blanches brillantes, couleur que je ne connais pas. C'était très lumineux. Leur taille en hauteur était de 60 cm à 1 mètre maximum. C'est alors que j'ai vu qu'ils me voyaient, alors que j'étais dans le noir total. Et c'est là que j'ai vu et senti comme un laser qu'ils dirigeaient vers moi, vers ma main droite, qui était toujours sur le carreau. J'ai reçu un jet vert-bleu, froid. Ensuite, je me rappelle plus être allé me coucher. Je ne me rappelle plus de rien. Je me suis réveillé au matin en me rappelant ce qui s'était passé. Mais je suis tout de même allé vérifier à la fenêtre et la trace de ma main y était bien. Cela m'a conforté moralement. Le lendemain, et pendant des mois, j'en ai parlé autour de moi. Personne ne me croyait. Seule ma sœur, qui a fait des recherches, et trouvé un témoignage ressemblant au mien, à Pont-l'Abbé, je crois. Même scénario, avec bourdonnement intensif et même intensité de chaleur dans la pièce. Je suis allé ensuite vérifier le champ et l'état des animaux. Tout était normal, aucune trace. Voilà mon témoignage. Aujourd'hui, je ressens parfois des sensations dans ma main droite et surtout quand j'y pense. Le fait de l'écrire m'en donne. C'est fou la synchronicité de ces témoignages. Jacques William Carter et mon témoin ont la nette impression que cela les scannait, analysait. Bien sûr, le fait que mon témoin s'est réveillé dans son lit laisse augurer de la suite.
comme Corrado Malanga l'explique si bien dans mon avant-dernière émission publiée sur cette chaîne, Ufologie et Sciences. Bien, revenons au témoignage de Jacques William Carter. Les témoins reprennent leur route, sans mot dire, comme si une interférence émanant du phénomène les avait temporairement privés de l'envie de s'exprimer sur ce qu'ils venaient de vivre. Pourtant, étant donné le caractère faramineux du spectacle visualisé, les langues auraient dû se délier pour discuter avec force de l'origine du phénomène, lequel manifestement n'appartenait pas à l'arsenal de l'aviation de l'Allemagne, encore moins à celui de la France ou de la Grande-Bretagne. D'évidence, il s'agissait d'un intrus venu d'on ne sait où, un lieu impossible à déterminer, surtout à une époque où l'on ne parlait pas encore d'ovnis ni d'extraterrestres. Pendant plus de 30 ans, Jacques est donc resté totalement discret sur cet incident. Puis, en 1974, il a commencé à fréquenter des passionnés d'ovnis qui s'étaient regroupés au sein d'une association niçoise, le CEREC. Cette situation l'a incité à divulguer son témoignage, d'abord en privé, puis en public lors d'une conférence. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi mes émissions sur Jean Miguer, que le CEREC était une association créée par Guy Tarade sur Nice, et dont aussi faisait partie Jean Miguer. D'ailleurs, Jean a rencontré Jacques William Carter au CEREC. Car cette observation incroyable de Jacques Carter ne va pas évidemment rester isolée. En 1958, Jacques est devenu entrepreneur de transport routier au Niger, en Afrique. Le 20 juillet, il quitte le village de Dosso pour se diriger vers Niamey. Avec lui se trouvent 2 de ses employés africains installés à l'arrière avec le fret. Tout d'un coup, l'un d'eux tambourine sur la cabine en criant « Patron, il y a 2 lunes !» Jacques freine, se penche à la fenêtre de la portière et a le souffle coupé en apercevant un corps gigantesque supplémentaire dans la voûte céleste où notre bonne vieille lune est également présente. Il s'agit d'une sphère d'une taille énorme, d'aspect métallique, d'un volume époustouflant et bien visible dans le ciel clair-obscur de la nuit. Il est hors de question que l'intrus puisse être un satellite naturel, d'autant que ses dimensions sont colossales. La surface de cet objet est parfaitement lisse, d'une couleur gris-argent. Il est apparemment immobile, comme s'il se trouvait en orbite géostationnaire. Il n'est porteur d'aucune source lumineuse, mais reflète la pâle lueur de la Lune. En outre, il n'émet pas le moindre bruit, et le silence ambiant qui règne à ce moment-là impressionne grandement les témoins. Le mutisme devant l'incrédulité de l'entourage. Contrairement à ces 2 employés qui sont pris de panique et qu'ils s'emploient à rassurer, Jacques se sent envahi d'un grand calme. Il est saisi par une forte émotion et éprouve même carrément une sorte d'euphorie. Il est content qu'il soit là, selon sa propre expression. Après avoir examiné avec soin cet intrus, il estime son altitude entre 7500 et 8000 mètres, et sa taille entre 1500 et 3000 mètres. L'observation a duré un peu moins d'1 heure tout de même. Ayant repris sa route et de retour chez lui, Jacques est alors envahi par toutes sortes de pensées relatives à son observation. Et dans son allégresse initiale, il aurait voulu la faire connaître au monde entier. Hélas, s'étant confié à quelques Européens de sa connaissance, il ne rencontre que scepticisme et sourire amusé. Bref, personne ne prend pour argent comptant le récit de son expérience. Jacques comprend alors combien il est difficile de convaincre les gens avec une histoire qui n'entre pas dans leur univers conceptuel. Champ informationnel, on y est toujours. C'est aussi pour cette raison que lors de son intervention publique citée précédemment, il s'est abstenu d'évoquer son observation de la double lune. Il pensait que les personnes présentes l'auraient pris pour un mythomane, l'atterrissage de juin 1940 étant déjà suffisamment énorme, donc il a estimé que parler du planétoïde de juillet 1958 aurait conduit l'assistance à le considérer comme un menteur pathologique. Nouvelle expérience mystérieuse en août 1976. Au cours d'un voyage en Italie, dans un petit village de la province de Perugia, c'est dans le sud de l'Italie,
Jacques Carter assiste à un incident qu'il associe immédiatement à un autre contact par les mêmes extraterrestres des deux observations citées plus haut. Dans la chambre en étage où il passe la nuit, il est réveillé par sa compagne qui s'était levée en proie à une insomnie. Une lumière blanche d'une très grande intensité illumine la pièce. Elle vient de l'extérieur et pénètre par la fenêtre sans volet. Jacques va jusqu'à la fenêtre et peut distinguer un prodigieux engin qui se trouve en suspension devant la maison de son hôte. Cet épisode devait beaucoup marquer le témoin et renforcer sa croyance dans le fait qu'il était suivi à la trace depuis son adolescence, peut-être même manipulé au niveau de son psychisme par des êtres venus d'un monde étranger au nôtre. Un ami de Jacques a d'ailleurs découvert un cycle de 6603 jours entre les trois incidents qui viennent d'être détaillés, ce que le contacté estime ne pas être une coïncidence, mais plutôt un même écart de temps voulu par le phénomène quel qu'il soit. Jacques semble ensuite avoir fait l'objet d'une attention plus soutenue de l'entité inconnue, car il a par la suite enregistré une série d'événements et de contacts étranges, lesquels se sont produits avec des intervalles de temps beaucoup moins espacés. Citant-en quelques-uns dans leurs grandes lignes, le soir du 28 décembre 1976, c'est en redescendant du col de Vence, toujours ce col de Vence, au volant de sa voiture avec sa compagne à ses côtés, que le couple distingue un objet volant de forme inhabituelle. Il s'agit d'une plateforme de section très mince sur laquelle se trouve une excroissance cylindrique volumineuse, laquelle, vue de profil, affecte l'apparence d'un carré. Je vais mettre des illustrations tirées du blog Mystère du Monde que je vous mets aussi dans les liens. Cette masse est noire, sans la moindre trace d'ouverture quelconque, et elle se détache fort bien dans le ciel étoilé, parsemé de quelques nuages. Là encore, ce spectacle provoque chez le témoin un sentiment de joie intérieure qui lui donne l'impression très vive d'être surveillé, guidé, voire protégé, ou encore programmé. Dans la nuit du 21 au 22 juin 1980, alors qu'il roule près de Signes, petit village du Var, un fait curieux se produit. Dans une descente à nombreux virages, sa voiture semble passer sous le contrôle d'une autre volonté que la sienne. Quand il réussit à stopper enfin son véhicule, quelques instants plus tard, il aperçoit un objet lumineux d'aspect nuageux, au contour imprécis, précis, mais irrégulier, qui se tient immobile à une trentaine de mètres du sol, à 200 mètres du témoin. Sa taille est estimée à 30 mètres de long pour 5 de haut. Un phare rond apparaît sur cette structure et un faisceau de lumière blanche, intense, presque insoutenable, atteint le témoin et l'enveloppe durant 3 ou 4 secondes pour ensuite se rétracter jusqu'à disparaître complètement. Durée totale de l'incident, une dizaine de secondes. Certaines anomalies d'ordre psychique affectent Jacques en rapport avec ses observations, précognitions et autres impressions diverses résultant peut-être de manipulations exercées par le phénomène sur son esprit. Toutes ces bizarreries ont amené le témoin à prendre conscience que sa personne intéressait grandement des êtres qu'il croit être des extraterrestres, puisqu'il semble disposer de moyens technologiques qui outrepassent de loin les nôtres. Convaincu que ces diverses observations pouvaient cacher autre chose, Jacques s'emploie alors à prendre contact avec un spécialiste de l'hypnose susceptible de l'aider à mieux comprendre ce qui lui est arrivé. Plusieurs séances sont organisées à son domicile au début des années 80. En dehors de quelques petits détails qui viennent s'ajouter à ceux des témoignages qu'il a rapportés en pleine conscience, aucun élément n'a surgi pouvant suggérer un ou plusieurs enlèvements dans les réponses qu'il a pu faire aux questions de l'hypnotiseur. Toutefois, à l'en croire, ces régressions hypnotiques lui auraient permis d'apprendre qu'il avait un lien de parenté avec les êtres qui se sont manifestés par des apparitions successives d'OVNI. Il est maintenant persuadé que ces extraterrestres sont ses, ou plutôt nos, lointains ascendants. À partir de 1982, Jacques William Carter expérimente également plusieurs flashs durant des états de demi-sommeil ou de sommeil total. Ce sont des scènes d'un très grand réalisme qui peuvent durer quelques minutes et qui défilent dans son esprit comme un film sur un écran de cinéma. L'une d'elles lui a permis de se remémorer une observation faite en 1942 concernant un énorme engin volant cylindrique très long, progressant lentement à basse altitude entre deux fermes aux environs de Poix de Picardie, dans la Somme.
Les autres scènes se rapportent essentiellement à sa présence temporaire d'abord dans le vaisseau cité auparavant, puis dans un super vaisseau correspondant au planétoïde observé le 16 août 1976, avec observation d'occupants anthropomorphes et de scènes curieuses, très suggestives. Des séances d'hypnose visant à restituer d'autres détails sur ces flashs ont amené Jacques à estimer que des extraterrestres lui ont montré des événements de notre proche futur, lesquels semblent illustrer l'évacuation de certains terriens soigneusement sélectionnés. Cette initiative, à l'en croire, viserait à sauvegarder notre espèce d'une catastrophe planétaire qui doit se produire à une date qui ne lui a pas été évidemment communiquée par les auteurs de ces visions insolites. On a donc là maintenant 3 cas différents, celui de Jean Miguer, celui de Roro et celui de Jack William Carter, avec des analogies, mais aussi des différences frappantes. Mais le plus surprenant avec Jack William Carter, c'est que, figurez-vous, il fait la même analyse que Jean Miguer, qui, je vous le rappelle, avait annoncé bien avant sa découverte par l'astronome Charles Kowal d'un astéroïde gravitant sur une orbite relativement proche de la Terre et de Vénus, mesurant entre 1500 à 3000 mètres, et qui émet dans le domaine de la radio. Jacques estime, lui, que c'est le même corps céleste qu'il a vu au Niger. C'est vraiment stupéfiant à analyser. Quant à l'histoire de la voiture qui est prise sous le contrôle d'une entité, ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver très souvent dans les témoignages. À une époque où Internet n'existait pas, la question que l'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi des témoins oseraient donner ce genre de témoignages s'ils étaient faux? Comment ils pouvaient inventer sans se connaître, même si Jacques et Jean Miguer se connaissaient, mais à une époque, on va dire, ils se sont connus après leur témoignage, comment ils peuvent raconter de telles choses? On voit ici qu'avec Jacques, l'hypnose n'a rien donné, à l'instar de Jean Miguer. Et c'est normal, je ne vais pas vous refaire ici un laïus sur l'hypnose. J'ai déjà traité ce thème dans beaucoup de mes émissions, c'est un sujet central, sensible, qui est hélas ridiculisé sur le net avec des pseudo-hypnothérapeutes charlatans. C'est une mode qui s'est propagée des US, où l'utilisation de l'hypnose régressive a été complètement banalisée, sans que l'on s'aperçoive que la plupart des séances étaient totalement fausses. Beaucoup de chercheurs connus persévèrent, hélas, ne pouvant plus annoncer qu'ils se sont trompés depuis des années. Là, je vous parlais tout à l'heure de Carla Turner, que vous connaissez sans doute tous, sinon vous me le dites et je vous ferai une émission sur elle. Elle utilisait aussi les hypnoses régressives à forte dose pour ses enquêtes. Elle l'avait bien compris, elle s'était rendue compte, tout comme Corrado Malanga, que ce que raconte le témoin dans une première phase de séance d'hypnose régressive est totalement imaginaire, et que progressivement, patiemment, en rentrant dans une hypnose bien plus profonde, on va pouvoir enlever ces couches qui se sont mises pour cacher la vérité. Or, hélas, dans les séances sur le net, seule la couche imaginaire pure est atteinte. On appelle ces couches des fausses mémoires aliens. Je rappelle ici qu'alien ne signifie nullement extraterrestre, mais quelque chose d'étranger que l'on ne comprend pas. Ces différentes couches sont démontrées dans le livre de Corrado Malanga, Les ovnis dans l'esprit. L'ufologie se doit d'être étudiée sérieusement, mais hélas, elle draine un tel business autour d'elle. Il suffit de voir ce que les Raéliens proposent depuis des années, qu'il y a de fortes chances qu'elle soit encore moquée pendant longtemps. De temps en temps, j'adore lire et relire rapidement un livre écrit par François Garde en 1975. C'est un pseudonyme. Derrière celui-ci se cache un ancien fonctionnaire des services de renseignement qui met au service sa logique imparable, apprise dans les services secrets, à l'étude de l'ufologie. C'est un pur plaisir à lire. Il a écrit ce livre pour convaincre les scientifiques à étudier le phénomène OVNI sérieusement, sans se cacher derrière leur pseudo-science. Imaginons au temps de Lavoisier, scientifique que vous avez tous étudié à l'école. Que disait-il quand on lui amenait des pierres tombées du ciel? Qu'il n'y croyait pas, que les pierres ne pouvaient tomber du ciel. Des anecdotes comme celle-ci sont légion. Il y a à peine 200 ans, les scientifiques ne savaient pas ce qu'étaient des météorites. Il y a 200 ans, Silvano Trotta aurait les mêmes débunkers idiots sur le dos qui voudraient absolument prouver que les pierres ne pouvaient tomber du ciel.
Hélas, c'est ainsi dans tous les domaines, et on s'aperçoit de cela en étudiant l'histoire. On répète les mêmes erreurs. Certains pensent que le mot soucoupe volante est né en 1947 avec Kenneth Arnold. Mais non, là aussi, c'est parce qu'ils n'ont jamais rien étudié de plus ancien. Plongeons-nous dans, par exemple, un journal local du Texas du 25 janvier 1878. The Denison Daily News. Cela vous dit? Denison, c'est au nord de Dallas. Ce qu'il y a de merveilleux avec les Américains, c'est que l'on n'a pas besoin de se déplacer pour consulter toutes leurs archives locales. Je vous mets dans les liens un accès direct aux 4 pages de cette édition du 25 janvier 1878. À l'époque, on éditait de grands formats. On écrivait petit, pas de photos bien sûr, pas d'énormes pages publicitaires. Le 4 pages condensé était un format très utilisé. Et que lit-on en première page sous le titre d'un étrange phénomène? L'article évoque John Martin, un fermier qui vit environ au sud de cette ville, et nous apprenons l'histoire étrange suivante. Mardi matin, tandis qu'il était à la chasse, son attention a été attirée par un objet foncé haut dans le ciel. La forme et la vitesse avec lesquelles l'objet a semblé s'approcher ont fixé son attention vers lui, et il avait plissé les yeux pour en distinguer la nature. Comme il l'avait vu au début, il avait semblé être à peu près de la taille d'une orange qui a continué à grandir progressivement. Après avoir regardé pendant un certain temps, John Martin est devenu aveuglé d'avoir regardé longtemps et il dut le quitter des yeux un certain temps avant de reposer son regard dessus. Quand il a repris son observation, l'objet était presque au-dessus de lui et avait considérablement augmenté en taille. Et il lui avait semblé traverser l'espace à une vitesse tout à fait étonnante. Quand il fut directement au-dessus de lui, il était à peu près de la taille d'une grande soucoupe et était de toute évidence à une bonne hauteur. Je vous ai entouré le terme large saucer, grande soucoupe. John Martin a pensé qu'il ressemblait, pour autant qu'il pouvait en juger, à un ballon. Il est parti aussi rapidement qu'il était venu et a été vite perdu de vue dans les cieux. John Martin est un monsieur d'une honnêteté incontestée et cette occurrence étrange, si ce n'était pas un ballon, mérite l'attention de nos scientifiques. Là, je viens de vous traduire ce qui est écrit dans l'article. Et voilà, encore eux, les scientifiques, lol. Mais que pouvaient-ils, les pauvres? Ce document que je vous ai présenté est assez exceptionnel. Un retour en arrière de 142 ans. Épatant, non? Il ne manque que de remplacer le terme large, c'est-à-dire grande, par flying, c'est-à-dire volante, pour avoir trouvé la première trace dans un journal du fameux terme qui, en 1947, allait faire le tour du monde de flying saucer, les fameuses soucoupes volantes. Mais si on décrit un objet dans le ciel, il est normal qu'il vole, non? Est-ce que l'on dit avion volant, ou hélicoptère volant, ou drone volant? Non. Donc ce paysan a eu raison de ne pas dire flying saucer, soucoupe volante, puisqu'elle était dans le ciel, en découvrant une soucoupe dans le ciel. Mais effectivement, l'adjectif large, c'est-à-dire grande, lui semblait bien plus approprié. Cela met à mal certaines théories que je lis ici et là, de l'origine humaine des ovnis. Et oui, pour s'approcher de la vérité, il faut étudier l'histoire, passer des heures à chercher, étudier, fouiller, et on tombe sur des pépites comme celle-ci. C'est plus fastidieux à faire que d'élucubrer sur des théories foireuses, mais bien plus vendeuses, je dois l'avouer. Mais comme vous le savez bien, ça tombe bien, je n'ai rien à vous vendre. Je vous réserverai d'autres pépites comme celle-ci. Charles Fort, l'énorme Charles Fort, s'en a été fait une grande spécialité. Lire ses livres de ce passionné qui ne faisait que piocher ici et là des articles incroyables comme celui-ci. Avant, on disait les choses franchement, sans avoir peur d'être jugé ou d'être ridicule. C'est bien fini ce temps, hélas. Maintenant, quelqu'un qui raconterait la même histoire que John Martin se ferait démolir par ceux qui, confortablement assis derrière leurs écrans et protégés par de faux pseudos, insultent et se moquent de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Hélas, comme ils sont idiots, ils se moquent d'à peu près tout. Et donc, si nous allons encore plus loin, nous allons arriver où? Au royaume des fées, d'abord, avant d'arriver à l'Antiquité. Des lutins, des gnomes. Eux aussi, on va se moquer d'eux. Eh bien, je me réserve une émission spéciale sur le sujet, avec une personne que je vous ferai découvrir, qui arrive à les prendre
en photo. Vous serez surpris. Pour savoir si le sujet vous intéresserait, j'ai publié vite fait hier soir un rapide sondage dans ma communauté. Les 1000 votes, représentant un panel suffisant pour se faire une idée, ont vite été atteints et les résultats sont à 47% oui, vous y croyez, 29% à ne pas avoir d'avis et 23% à penser que ce sont des légendes. Justement, savez-vous ce qu'est une légende? Le mot légende vient du latin legenda, qui doit être lu. À l'origine, ce vocable désignait les récits mis par écrit pour être lus publiquement dans les monastères ou les églises. Bien que peu précise du point de vue historique, la littérature de ce genre mettait l'intention morale ou spirituelle au premier plan. Au fil du temps, le mot légende, qui perd en précision et gagne en fantaisie, commence à désigner tout récit oral ou écrit comprenant des éléments fictifs, mais se présentant comme vrai ou basé sur la réalité. Les légendes sont transmises de génération en génération, généralement d'origine orale et avec quelques modifications suivant l'époque et le contexte. Je rappelle qu'il y a des civilisations qui n'ont pas écrit et qui n'ont comme coutume que les transmissions orales de génération en génération. Si on veut être encore plus précis, les légendes étaient des hagiographies, lues dans les monastères, dans les églises. C'est quoi une hagiographie? Cela vient du grec hagios, qui veut dire saint, et graphein, qui veut dire écrire. Pensez-vous que ces saints, ces moines, ces religieux n'étaient pas sérieux? On a donc transformé au fil du temps un mot comme légende, qui voulait dire qui doit être lu, en conte pour enfants. Disney faisant le reste en transformant des informations capitales, comme les fées, les gnomes, les lutins, en joyeux dessins animés. Et l'affaire est pliée, on n'en parle plus. Pourquoi pensez-vous qu'une partie de la bibliothèque secrète du Vatican est interdite même aux chercheurs? Si vous avez envie d'étudier comment progressivement s'est opéré ce lavage de cerveau mondial, je vous propose de lire le livre du professeur Günther, Psychologie de la légende, avec une introduction à une hagiographie scientifique. Le sujet est très vaste, mais sachez qu'il y a des documents édifiants écrits par des personnes respectables, des moines, des révérends, etc., sur le fait par exemple que des fées enlevaient des hommes, exactement comme on décrit des scènes d'abduction aujourd'hui. L'ethnologue Michel Nachez, qui a écrit plusieurs livres, comme par exemple État non ordinaire de conscience, explique. Le thème de l'enlèvement et de l'hybridation est présent depuis l'aube de l'humanité dans les cultures. Il semble donc s'agir de la répétition d'un pattern culturel. On retrouve des similitudes frappantes entre les abductions par les aliens, les enlèvements par les fées, les unions hommes-démons au Moyen-Âge, les unions hommes-djinns dans la culture musulmane, ainsi que toute la littérature mythologique, union homme-divinité, ainsi qu'énormément de récits dans la littérature ethnographique, et ce, dans toutes les cultures depuis les temps immémoriaux, sur toute la planète. Tout cela tend vers ce constat. Le thème culturel de l'hybridation entre des humains et des entités de nature plus ou moins matérielle, mais toujours décrites comme faisant partie d'un autre univers, monde des dieux, monde des esprits, monde des aliens, monde des extraterrestres, est universel. Cela a toujours été là. Deux questions se posent alors. Qu'est-ce qui a été toujours là? Quand nous disons là, est-ce bien là en tant que réalité physique ou là en tant que réalité psychique ou culturelle? Les témoignages d'abduction aujourd'hui sont ainsi peut-être la forme moderne de ces expériences. Leur étude est ainsi importante et éclairante pour répondre à cette question centrale. Qu'est-ce qui est là depuis toujours? Inutile de vous cacher que je rejoins 100% de son analyse. Étudier le phénomène OVNI en le prenant dans son ensemble depuis la nuit des temps,
avec les témoignages, les représentations édifiantes, ne peuvent mener qu'à cette unique conclusion. Je vous invite à voir ou revoir mon émission qui fait le lien entre tous ces phénomènes, ufologie, paranormal, apparition mariale, nos origines. C'est l'intitulé de l'émission. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas laisser seules les personnes. Et elles sont de plus en plus nombreuses que vous ne pouvez l'imaginer, qui ont vécu des phénomènes étranges. Elles ont un besoin vital de communiquer, d'échanger, d'essayer de comprendre un peu ce qui leur est arrivé. Vous êtes maintenant près de 22 000 à me suivre, même si je n'attache aucune importance au nombre d'abonnés, parce que si j'avais une chaîne avec 100 000 abonnés et que chaque fois que je faisais une vidéo j'avais 1000 vues, je considérais que j'ai 1000 abonnés. Ce qui est important, c'est d'avoir une corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Personnellement, je suis abonné à, je ne sais même pas combien de chaînes, un peu partout. Il y a certaines, je ne les regarde plus depuis 3 ans, quoi. Parce que je suis abonné à trop de chaînes. Et donc, abonné, ça ne veut rien dire. Mais néanmoins, souvent, mes émissions que je fais dépassent souvent le nombre d'abonnés que j'ai. Et donc, ça fait déjà un joli nombre. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous d'ufologie, d'éveiller les consciences, et surtout, vous aurez peut-être la chance, comme je l'ai souvent, d'avoir la confiance d'une personne qui va oser se confier à vous de ce qu'elle a vécu. Mais vous n'êtes peut-être pas armé pour l'écouter. Alors, on va écouter les conseils fort avisés de notre ami Gérard Desforges. Vous avez pu constater avec quel professionnalisme ces enquêteurs de terrain, comme Gérard Desforges, mais aussi comme Georges Mez, Jean-Claude Venturini, mènent leurs enquêtes. Hélas, il n'y en a plus des comme eux. Alors, comme dans le but de cette chaîne est d'apprendre et de transmettre le savoir, je suis heureux de vous proposer comment faire pour recueillir un témoignage pour aider une personne. C'est expliqué par Gérard Desforges. À vos crayons, prenez un bloc-notes, prenez des notes. Vous allez apprendre cela nulle part. Gérard, c'est à toi. Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée essentiellement au phénomène d'abduction et en particulier aux investigations nécessaires dans ce domaine. Il est tout à fait indispensable de développer un réseau d'enquêteurs ciblant leur activité sur les cas d'abduction. C'est une urgence, car s'il n'y a pas d'enquêteurs dans ce domaine, il n'y aura aucune avancée sur le plan ufologique qui pourra apporter d'utiles connaissances, de nouvelles connaissances au genre humain, dans des domaines qui sont pourtant, à mon avis, maintenant prioritaires. C'est une urgence et l'explication de cette nécessité est simple. Tout d'abord, quand un tel phénomène se déclenche, une abduction, cela ne concerne en général qu'une seule personne qui se trouve placée d'emblée dans un isolement social et spatio-temporel absolument hermétique. Aucun témoignage extérieur ne peut rendre compte de ce qu'a vécu la personne impactée pendant un certain temps. Donc, une étude scientifique s'impose à propos d'un phénomène qui a contraint un être humain à vivre une séquence de haute étrangeté, dont lui seul pourra rendre compte en étant pris en charge par un enquêteur ou une structure spécialisée dans les investigations se rapportant à de tels phénomènes. D'autre part, il est clair que ces phénomènes très violents, car ils annihilent totalement la conscience des personnes concernées, ces phénomènes sont en même temps significatifs de l'existence d'éléments de réalité inconnus jusqu'à maintenant sur la nature de la matière
du temps et de l'espace, et qui ont évidemment un intérêt scientifique de la plus haute importance. Mais le matériel recueilli par un ou des enquêteurs ne peut être validé que par l'aptitude d'un enquêteur à prouver son objectivité dans ses rapports, à l'instar d'une enquête menée avec le sérieux et la précision d'une structure officielle, comme savent le faire la gendarmerie ou la police, et qui, disons, sont des témoins souvent récurrents de phénomènes liés aux apparitions d'ovnis ou autres manifestations jugées étranges, mais qui n'ont rien à voir avec les abductions. Par exemple, cette catégorie B, en quelque sorte, ne se trouve pas particulièrement impactée sur le plan psychique par ces phénomènes dont ils ont été les témoins privilégiés. Et ce n'est pas du tout la même chose pour les grands contactés, ceux de la catégorie A comme abductés. Et c'est de cela que nous allons maintenant parler sur les investigations qu'il est nécessaire de cibler à leur sujet. Après un certain nombre de confrontations avec des témoins ayant vécu des expériences ufologiques, j'ai encore acquis des convictions sur quelques aspects de ce type de situation et sur la démarche qui me semble adéquate pour rendre compte de ces témoignages. Les témoins ou expérienceurs sont de n'importe quel pays ou religion ou niveau social. Il y a différents témoins. Donc, ces grands témoins auxquels je vais m'attacher particulièrement le sont souvent de génération en génération. Ils ont souvent été victimes d'abductions, même s'ils ne s'en souviennent pas. Certains, sinon tous, ont eu ou sont porteurs d'implants. Certains souhaitent s'en dessaisir, d'autres non, parce que ces implants, disent-ils, leur confèrent des plus dans leur vie, des dons particuliers, dons de précognition, de guérison, de communication non verbale. La liste est longue. En général, il s'agit d'aptitudes favorables pour le bien d'autrui. Ils sont souvent porteurs de messages venus d'ailleurs, messages non pris en compte par leur entourage, par ceux à qui ils les communiquent. L'incompréhension de l'entourage est une source de stress très douloureuse pour les grands témoins, qui tendent à un repli sur eux-mêmes, souvent dommageable pour leur santé. Parmi ces grands contactés, certains devraient justement pouvoir se confier à des organismes spécialisés, comme cela se pratique au Royaume-Uni, aux USA par exemple, en Italie et maintenant aussi en France, car une aide psychologique adaptée leur est souvent nécessaire. Les témoins épisodiques dont je fais partie, donc, ne reçoivent pas de messages ou de dons particuliers, mais leurs perceptions ne sont pas du tout du domaine du fantasme. Les objets aperçus de jour sont souvent fugaces dans leurs apparitions. Il faut avoir la possibilité de recueillir le maximum d'informations sur leur aspect, leur changement de forme, là où les directions de leur trajectoire, leur vitesse apparente. Vitesse apparente par rapport à celle d'un avion, leur dimension par rapport à l'aspect ordinaire de la Lune, la pleine Lune par exemple, les circonstances de leur apparition et disparition, les temps d'observation, des dessins ou imageries en couleur les plus précis possibles seront les bienvenus. Évidemment, dans le cas d'abduction, les souvenirs seront probablement très parcellaires, voire inexistants. C'est là que va entrer en scène un nouveau type d'investigation.
Cette nouvelle investigation se fera avec la demande et l'autorisation, évidemment, de l'expérienceur lui-même, avec l'aide donc d'un spécialiste en régression sous hypnose. Ceci est examiné tranquillement avec la personne concernée. Ils ne sont plus maîtres de leurs pensées, de leurs mouvements. Ils sont ciblés. Par exemple, dans un groupe, une ou deux personnes vont voir ou subir un phénomène de haute étrangeté, alors que les autres ne subiront rien et ne s'apercevront de rien, ne se rendront même pas compte de ce qui arrive à leurs compagnons ciblés. Si des photos sont prises, le jour ou la nuit, c'est une bonne initiative, un très bon réflexe. Il est souvent vain de prétendre que l'on verra quelque chose, hélas. Quelque chose d'intéressant, bien sûr. Et parfois, le ou les clichés que l'on pensait avoir bien saisis s'avéreront vides. Le contraire arrive aussi, où sur une photo anodine, on s'aperçoit qu'il y a un ou plusieurs intrus qui nous interpellent, voire qui nous stupéfient. Le phénomène se joue de nos initiatives. Le phénomène est capable de nous placer dans des situations qui nous déconnectent de la réalité ambiante, soit par le rêve ou autre état modifié de conscience, avec des marques probantes parfois sur le corps, marques qui peuvent réapparaître d'ailleurs de manière cyclique, en général non douloureuses, même si ces marques peuvent être conséquentes. Soit en plaçant l'expérienceur dans une situation où il perd complètement les notions d'espace et de temps. Même conscient, la réalité qui s'impose à lui devient physiquement insaisissable. Un lieu préalablement peuplé, au sein duquel il se trouvait, devient désert. Dans un paysage dans un environnement, dirons-nous, totalement insolite, avec possiblement la présence de créatures inconnues et ayant un aspect relativement éloigné de ce que nous connaissons de l'apparence ordinaire d'un être humain. Parfois, un lieu habituel se déforme et l'individu est mis en présence d'une réalité passée ou inconnue qui s'estompe et permet au paysage habituel de réapparaître progressivement, comme si de rien n'était. Comme une porte, c'est comme une porte qui s'ouvre dans un autre espace-temps, ainsi que cela fut révélé et vécu par certains de mes témoins, oui, et ainsi que cela aussi est rapporté dans le livre La science confrontée à l'inexpliqué par les journalistes Colm Keller et George Knapp. L'anecdote est bien connue concernant cette fameuse séquence vécue au début du XXe siècle par deux jeunes Anglaises dans la cour du château de Versailles, où elles se trouvèrent environnées, tout à coup, par des diligences et des représentants d'une noblesse depuis longtemps disparue. Ce qui m'amène à expliquer que certaines personnes, certains lieux, se trouvent parfois placés dans le viseur d'autres dimensions, générées par des forces que nous ne connaissons pas, ou bien, peut-être, par le hasard de circonstances que nous ne pouvons pas interpréter là non plus. Ceci peut se produire en tout lieu et concerne et peut concerner n'importe qui d'entre nous. Certains de ces lieux particuliers
semble être souvent le siège privilégié de ces portes d'un espace-temps différent. Les grands contactés, ceux de la catégorie A, subissent des transformations irréversibles de leur personnalité, leurs croyances, leurs convictions, leurs capacités, leurs dons sont complètement bouleversés. En général, ces contacts génèrent des facultés exacerbées et positives dans bien des domaines de la pensée, des aptitudes intellectuelles ou manuelles. Les enfants ciblés par ce genre de contact suivent souvent de brillantes études universitaires. Voilà l'essentiel de ce que j'ai pu constater, mais la liste est loin d'être exhaustive. J'ai constaté aussi quelque chose qui va peut-être heurter les scientifiques qui raisonnent essentiellement de manière cartésienne, et c'est bien normal, mais j'ai la preuve que ceux-là seront souvent déroutés, voire bloqués dans leurs travaux d'investigation pour une raison que j'ai moi-même expérimentée. Si vous investiguez un grand contacté, vous allez être tenté de lui soumettre tout d'abord un questionnaire, comme sait si bien le faire le GIPON. Mais ça n'est pas la bonne méthode, et je vais expliquer pourquoi. Le grand contacté est un être tout à fait normal, comme vous et moi. Il n'a rien de particulier, mais sa personnalité a été fragilisée par des expériences qu'il a vécues. Car une abduction génère toujours un traumatisme, même si elle peut se révéler bénéfique sur le long terme. Un traumatisme exige de la part de l'investigateur une forte capacité d'empathie avec son vis-à-vis, et ça, c'est pour commencer. Donc, il faut en premier lieu laisser s'exprimer cette personne. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a eu un traumatisme dans la vie, par exemple à la suite d'un accident routier, une blessure grave, que sais-je encore de cet ordre-là. Évidemment, à un certain niveau de gravité, cela va engendrer une enquête de la part des services officiels, gendarmerie ou police. Et là, vous remarquerez que souvent, les médecins expliquent, écoutez, vous allez pouvoir interroger cette personne, ils expliquent aux investigateurs, vous allez pouvoir interroger cette personne, il n'y a évidemment pas de souci avec ça, mais il faut d'abord qu'elle reprenne ses esprits, il faut d'abord qu'elle se calme, il faut d'abord qu'elle récupère un peu de santé. Donc il y a un délai qui est laissé à la personne qui a subi ce genre de traumatisme, et quand les médecins jugent que la personne a recouvré un peu de capacité à s'exprimer avec ses sens qui sont revenus un petit peu dans la normalité, à ce moment-là, on va pouvoir lui poser des questions pour comprendre les circonstances dans lesquelles ce traumatisme est survenu. Eh bien, en ufologie, c'est pareil. C'est pareil. Il ne faut pas brusquer quelqu'un qui a subi une expérience très forte d'enlèvement temporaire. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'empathie. Donc, il faut en premier lieu laisser s'exprimer cette personne. Il faut commencer par là et non pas lui balancer tout de suite un questionnaire. Ensuite, évidemment, petit à petit, on instillera un questionnaire inévitable, mais de manière douce, confortable, progressive, dans un climat de compréhension réciproque où la chaleur humaine ne sera pas absente. Ensuite, si l'on promet à se contacter de rédiger
un rapport correct, grâce à notre belle langue française, sur son ou ses expériences qui sera ou seront valorisées à ses propres yeux. Il en sera extrêmement reconnaissant. Il vous maintiendra au courant des développements éventuels de ces aventures, parce que souvent il y a des prolongements dans ce genre d'affaires. Même si ce rapport doit rester confidentiel entre lui et le groupe de recherche. Mais ça se négocie, ça se discute. Il ne faut pas hésiter à commettre des erreurs dans le compte-rendu que l'on va rédiger. Pas beaucoup, bien sûr, mais vous allez voir à quoi cela sert. Dans un premier jet, donc, d'un tel rapport écrit, on peut glisser une ou deux erreurs. Car ce témoin, et ça je l'ai vérifié, ça marche à tous les coups, car ce témoin aura le désir et le plaisir de corriger avec une grande rigueur ce que vous aurez écrit. Parce que, non, c'est pas ce mot-là, c'est pas cette chose-là il faut le dire autrement. Il va être très exigeant là-dessus. Et à mon avis, ça, ce sont de forts indices de crédibilité. C'est un procédé très intéressant, qui provoque donc la réactivité du témoin. Car ceux-ci, vraiment, sont toujours très exigeants sur la précision à apporter dans la rédaction de leurs aventures. Et cela, quel que soit le niveau social ou de culture de ces personnes. Cet aspect est d'ailleurs extrêmement curieux, je le répète, et constitue vraiment un indice de crédibilité. Ainsi, le plus souvent, à partir d'un texte que vous aurez rédigé, au final, le texte comportera beaucoup de paragraphes ou d'expressions avec des guillemets, quand l'expérienceur se sera approprié la relation en cours. Alors maintenant, évidemment, on va creuser un petit peu. Maintenant que nous sommes en confiance, on va approfondir le questionnement. Alors, ce questionnement comporte un certain nombre d'items, mais en finale, vous verrez qu'il y en a un ou deux qui sont prioritaires et qui sont déterminants pour pouvoir affirmer qu'il y a bien eu une abduction. D'abord, il faut évoquer les circonstances. Ça s'est produit quand? Si possible, à quelle heure? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce qu'il y avait des gens avec vous? Quelle météo? Est-ce que vous avez eu des messages, une précognition de ce qui allait arriver ou des pensées étranges qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi vous pensez habituellement? Quand vous êtes sorti de cette situation, quelles sont les conséquences psychiques ou physiques ou les prolongements et leurs éventuelles redondances qui se sont emparés de vous? Est-ce que donc vous pouvez vous exprimer là-dessus? S'il y avait avec vous des accompagnants, des gens avec qui vous partagiez certains moments, pensez-vous qu'ils ont vu ou ressenti le moment de la même manière que vous? Peut-on les contacter pour témoigner, bien sûr, pour enregistrer leur témoignage? Est-ce la première fois que vous vous trouvez en présence d'un phénomène lumineux ou autre et qui vous intrigue? Pouvons-nous tenter une représentation de ce que vous avez vu? Vous souvenez-vous, dans votre vie, avoir connu une expérience ou plusieurs expériences de même nature? Dans vos rêves, vos cauchemars, avez-vous déjà été confronté à des visions que l'on pourrait taxer de paranormales? Avez-vous déjà connu des états nommés paralysie du sommeil, ou qui vous semblent avoir un rapport avec cet état? Avez-vous déjà ressenti dans un local une forme de présence extérieure à la vôtre, bien sûr? Pensez-vous avoir auprès de vous ce qu'on appelle parfois un ange gardien? Et avez-vous
peut-être un ou deux exemples où cet ange gardien, vous pensez qu'il a pu intervenir de manière utile. Avez-vous des dons de précognition? Avez-vous eu des segments de nez récurrents? Est-ce que c'était toujours la même narine ou les deux? C'est une précision qui peut avoir son importance, je ne peux pas développer ici, mais si vous pouvez avoir ce genre de précision, ça pourra beaucoup aider les chercheurs. Avez-vous l'impression qu'il vous est arrivé de penser que depuis ce moment en particulier, vous pouviez avoir des dons de médiumnité, des dons de guérison ou autres, couper le feu par exemple, voire des dons de communication non verbale, y compris avec des animaux, voire avec des plantes, et peut-être avoir un rapport particulier avec certains minéraux. Avez-vous vécu dans votre enfance dans une famille recomposée, ou bien une famille ayant connu de gros problèmes, ou avez-vous été placé dans une institution? Ce sont aussi des informations très importantes. Je ne peux pas expliquer ici mon ressenti par rapport à l'importance que j'attribue à ces situations, mais croyez-moi, c'est extrêmement révélateur de certaines conséquences qu'on peut assez facilement analyser. Avez-vous ressenti une ou plusieurs fois donc un état de conscience modifié? Avez-vous aussi dans une expérience de haute étrangeté où vous avez perdu conscience? Est-ce que vous avez constaté un missing time? C'est une période, par exemple, vous êtes parti en voiture, vous deviez arriver à, je sais pas moi, à 17 heures. Il y a eu un moment où vous avez perdu conscience en quelque sorte. Finalement, quand vous êtes arrivé à destination, c'est pas à 17 heures que vous êtes arrivé, mais c'est à 23 heures. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous ne comprenez rien. Est-ce que c'est arrivé à d'autres, hein? Et c'est révélateur, justement, c'est très révélateur, un missing time. C'est très révélateur que vous avez été, que votre interlocuteur a été abducté. Ça, c'est un indice très important. Je dirais qu'il est prioritaire à la limite. Est-ce que donc vous vous êtes trouvé tout à coup dans un lieu inconnu, à une autre époque? Bon, tout ça, évidemment, c'est extrêmement important à noter, avec le maximum de précision possible. Depuis ce moment-là, pensez-vous avoir pensez-vous recevoir des messages télépathiques? Est-ce que ces manifestations ont provoqué chez vous des modifications sensibles au niveau de vos intérêts intellectuels, vos choix de vie? Tout ça, c'est important à savoir. C'est une réflexion qui n'est pas du tout inutile. Voilà grosso modo les éléments à prendre en compte, peu importe l'ordre, mais il faudrait que tous ces éléments puissent être investigués sérieusement et fassent l'objet d'un rapport circonstancié, précis, clair, et à ce moment-là, je pense que la science pourra se pencher sur ce genre de cas pour aller plus loin dans la recherche de nouvelles connaissances. Voilà, je tiens encore à remercier Gérard Desforges pour ce vadémécum de comment mener à bien un rapport, comment écouter un témoin. Car comme je vous l'ai dit, les personnes ayant vécu des phénomènes étranges ont deux réflexes. Soit en parler à leurs proches, mais la moquerie n'est pas loin, ou alors appeler ou aller voir les gendarmes. Et là, cela se passe comment? Vous en avez une idée? Eh bien,
Allons voir de près un rapport de gendarmerie réalisé à la suite d'un témoignage pour un phénomène. Bien entendu, tous les noms ont été supprimés. Donc ici, vous voyez un procès verbal de renseignement administratif de la gendarmerie nationale. Analyse et référence, objet, observation d'un phénomène aérospatial non identifié, OVNI. Les noms des témoins, nous sous-signés, et là on met le nom du gendarme. Et donc, vu les articles blabla, rapportons les opérations suivantes. Le 13 mai 1997, à 14 h, se présente à notre unité Madame, nanana, veuve, commerçante, demeurant à. Cette personne désire nous signaler un phénomène inconnu qu'elle a observé le 3 mai 1997 dans le ciel A. Avis transmis, nanana. Ensuite, exposé des faits. Résumé des faits selon les déclarations des témoins. Le 3 mai 1997, vers 1 h 30, Madame L, se trouvant sur la propriété sise au lotissement blabla, constate les faits suivants. Une masse lumineuse se détache du ciel étoilé et semble se diriger vers eux. Il s'agit d'une forme lumineuse, ronde, couleur orange. L'objet se déplace rapidement, arrive du nord, passe au-dessus du lotissement et disparaît au sud. Avant de survoler le lotissement, au passage d'une voiture sur la route, la lumière baisse et les témoins distinguent deux lumières plus claires dans la forme. L'observation dure environ 5 minutes. Nous recueillons les déclarations de Madame L et de Monsieur B, les deux témoignages concordent. Ils nous précisent que l'objet en question n'était probablement pas un aéronef. Ils n'ont pas photographié l'objet. S'ensuit ensuite des plans de situation géographique qui sont réalisés. Description détaillée du phénomène, forme et caractéristiques, masse lumineuse, forme ronde, couleur orange clair, ambrée, dégageant une lumière intense, position dans le paysage, objet observé dans le ciel à environ 100 mètres au-dessus des habitations du lotissement des Vaurajous, conditions d'évolution et trajectoire, l'objet survole le secteur 2 à une vitesse rapide, il arrive du nord et disparaît au sud, conditions d'observation de nuit pour un ciel étoilé parfaitement dégagé, sans couverture nuageuse, température normale pour la saison et absence de vent. Bruit généré par l'objet, aucun bruit de moteur, léger bruit dû au déplacement d'air lors du passage de l'objet, aucune turbulence ou appel d'air durant le survol, aucune odeur particulière décelée. L'enquête de voisinage effectuée afin de recenser d'autres témoins du phénomène s'avère négative. L'environnement de Madame L et de Monsieur B a été effectué afin d'écarter toute hypothèse de déclaration imaginaire. Monsieur C, maire 2, confirme que les témoins étaient des personnes dignes de foi et favorablement connues. Aucun autre fait similaire n'a été signalé dans le secteur dans la période des faits. Clôture, l'enquête effectuée n'a pas permis de déterminer la nature exacte du phénomène observé ni son origine. Tout élément nouveau parvenant à notre connaissance concernant cette affaire sera consigné dans une procédure distincte qui sera transmise aux autorités concernées. Voilà, adieu, fin de l'histoire. Il n'y aura plus aucune suite. Alors évidemment, dans le process total, comme il y a deux témoins, on les interroge séparément, et on fait 2 procès-verbaux supplémentaires, en plus des plans de situation géographique. Donc là, vous avez le procès-verbal de l'un, et ensuite le procès-verbal de l'autre. Et voilà, c'est la fin de l'affaire, c'est ainsi. Nous reviendrons dans une autre émission sur les organismes et les ufologues agents doubles mis en place un peu partout dans le monde pour limiter les informations sur le phénomène OVNI. On en a beaucoup parlé ces derniers temps dans ma communauté, mais cela ne semble pas encore clair pour tout le monde. Il y en a parmi vous qui disent qu'ils n'ont pas accès à ma communauté. Il faut faire des mises à jour. Comme tous les logiciels, il y a des mises à jour à faire, des mises à jour de votre Internet Explorer ou de votre Chrome ou de votre Safari, et des mises à jour de YouTube. Sans effectuer ces mises à jour, vous restez sur les anciennes versions, et donc vous n'avez pas accès à la communauté, puisque c'est quelque chose de nouveau qui date d'il y a 1 an et demi, je crois, sur YouTube. Donc il faut absolument faire des mises à jour, et vous aurez ainsi accès à la communauté. Mise à jour à faire sur votre tablette, sur vos mobiles, comme toutes les mises à jour des applications que vous avez, et mise à jour aussi sur votre ordinateur, c'est exactement pareil. Le plus simple est de cocher la case mise à jour automatique, comme ça vous n'avez aucun problème. On touche à la fin de l'émission, mais il va y avoir un petit événement assez important dans le domaine de l'ufologie, car figurez-vous qu'une émission va passer sur FR3 Normandie. Notez dans vos agendas, le 17 février prochain, donc c'est
ça va arriver rapidement. Un long métrage est programmé, hélas, à 23h, sur la chaîne FR3 Normandie. Mais on prend quand même, hein. Ce reportage sera nommé L'Empire des Lumières. En fait, il s'agit d'un documentaire essentiellement consacré à l'activité de 6 personnes reconnues faisant partie de ce monde discret des chercheurs de vérité, autres que celles qui nous sont quotidiennement familières. Il était temps, bravo FR3. Parmi ces 6 personnes, il y aura bien sûr notre ami Gérard Desforges, mais aussi Daniel Robin, Claude Burkel, Thierry Rocher, à ne pas rater. Alors, il suffit de taper, quand vous êtes sur votre canal FR3, on vous propose toutes les chaînes, hein, FR3 Corse, FR3 Alsace, vous choisissez, d'habitude c'est mis sur votre canal de là où vous habitez, mais vous pouvez très bien choisir de regarder FR3 Normandie le 17 février prochain à 23h. Alors certains travaillent le lendemain, donc ça fera peut-être un petit peu tard pour eux. Vous pouvez l'enregistrer. De toute façon, j'espère qu'il sera en replay. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Mais c'est déjà une excellente nouvelle que enfin, on prend des personnes autres que ceux qu'on a l'habitude de voir et qui racontent toujours la même chose et qui ne font avancer strictement, absolument pas le sujet. Alors, j'ai oublié de vous préciser que L'Empire des Lumières, qui est un documentaire réalisé par Nicolas Lincy et Mathieu Roger, avec la coproduction de France Télévisions, sera le vendredi 14 février en avant-première à 20h au cinéma Kinépolis de Rouen. Alors pour ceux qui habitent Rouen et sa région, vendredi 14 février à 20h, un super film à voir. Entrée libre dans les places disponibles. Je vous mets dans les liens un petit trailer de 3 minutes 30 qui a été réalisé sur l'Empire des Lumières. Vous allez voir notre ami Gérard Desforges ainsi que Claude Burkel et Daniel Robin. Et donc voilà, je vous conseille vivement de ne pas rater cet épisode, cela mérite tout notre soutien. Merci pour votre écoute. Je vous mets comme d'habitude mon adresse email perso dans les liens dans le descriptif de l'émission. Vous pouvez m'écrire. Vous êtes nombreux à m'écrire. Alors des fois je suis submergé, je dois le reconnaître, je l'avoue. Aucun email se perd, je peux juste avoir du retard, beaucoup de retard. Alors, certains sont surpris parce que je leur réponds tout de suite. Bah oui. Quand j'ai 5 minutes et que je vais sur mes emails, c'est toujours, hélas, le dernier qui arrive, qui est présenté en premier. C'est juste, vous avez de la chance. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt, bye bye, bisous.